Polysécure, épisode sur l'actualité au 30 novembre 2025. Moi un peu fou. Cette fois-ci, je vais te réussir à livrer dans les temps. Commençons pour le GMS Plug. 25-26 février, le Secure, le Call for Paper est disponible cette fois pour de vrai dans les show notes. Le 27 février, l'événement Blackout organisé par Crise et Résilience. Les informations vont suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Événement conjoint avec le Secure. Le 14 au 17 avril, le BotConf. Le 28 et 29 avril, Cyberconférence Cyberico. Du 9 au 17 mai, le NordSec. Le 3 au 5 juin, Six. Ça, j'espère ne pas rater mon occasion de m'inscrire. Et potentiellement en juin 2026, le Hack. Le site n'affiche pas encore de date. J'ai été cette année, j'ai envisagé d'y retourner pour le prochain cycle, événement qui m'a beaucoup plu en termes de regard et de changement de philosophie sur lequel ça m'enrichit énormément. Énormément de nouvelles cette semaine. Beaucoup de choses, ça brasse notamment sur des sujets plus complexes. Bref, on va y aller. Commencer par l'intelligence artificielle, comme toujours, ça fait énormément présent dans l'actualité. Le vibe coding, une espèce d'opinion sur l'usage réel du vibe coding dans ce qu'on a. C'est une évolution vers d'autres choses, c'est une évolution de changement de paradigme, c'est un regard différent. On en a eu d'autres, on a eu des résistances équivalentes à d'autres langages, à d'autres façons, à d'autres approches pour amener les gens à évoluer là-dedans. Du minima, ça vient mettre en contact les gens avec une capacité de programmer. Peut-être pas une très bonne capacité de programmer, mais au moins une capacité de programmer qui permet d'avancer un petit peu les choses et les mettre en contact avec des technologies qui ne sont normalement pas habituées. Et bref, ça fait comme ça. Au niveau du SBOM, une petite opinion sur le fait que ça n'avance malheureusement pas rapidement. Il y a plusieurs années, avec l'apparition de Log4j, nous avions collectivement décidé de faire le SBOM comme étant la structure pour nous aider à repérer rapidement. Malgré les efforts législatifs américains, il n'y a pas d'énorme avancement de ce côté-là. Du côté du AI, les gens plaident que le AI va résoudre le problème en réécrivant le code des dépendances anciennement. Je trouve que c'est un drôle de regard sur ça. C'est un drôle d'idée de penser que l'AI va réécrire un code sécuritaire qui va remplacer des dépendances qui sont des tiers qu'on a à l'heure actuelle. Fait que c'est une drôle d'idée. Ça circule, donc il va falloir peut-être être vigilant pour s'assurer qu'on ne réinvente pas la roue pour rien, que le code AI n'est pas nécessairement meilleur. Et pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui programment de leur day job, le AI n'est pas tout à fait là puisqu'il n'est pas capable de réutiliser, il n'est pas capable d'être optimisé comme un humain. Donc on est dans un drôle d'univers où le slop AI va probablement rentrer dans la programmation de façon sérieuse et nous amener dans des situations. De toute façon, on en a vu avec Notamati qui a démontré que sans connaissance forte, on ne peut pas aller loin. Si on revient sur le premier point, ça permet aux gens de se familiariser, mais ça les fait voir de ces gens-là des programmeurs professionnels qui ont beaucoup d'expérience et qui s'appuie sur environ 60 ans d'évolution et d'histoire qu'on a en développement. Donc, bref, voir ça. Malware, il y a plusieurs nouvelles qui en parlent dans ce bloc-ci. C'est un peu intéressant parce que autant... j'en avais parlé un peu la semaine dernière aussi, mais en tout cas, la semaine dernière, l'enregistrement qui était supposé être lundi dernier, sur le fait que c'est utilisé, oui, que les malveillants vont aller davantage dans l'utilisation de ces éléments-là. Oui, c'est vrai, ils sont pas de reste. C'est normal. Ils vont utiliser les outils qui sont à leur disposition. Est-ce qu'ils vont utiliser les meilleurs outils? Probablement pas. Est-ce que c'est inquiétant? Moyen, on l'a vu avec l'annonce de Claude qui, marketingment parlant, voulait faire valoir le fait qu'il était en avance, mais peut-être pas tant que ça finalement. Fait que c'est à voir. Oui, c'est utilisé. Oui, ils vont avancer. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais on n'est pas rendu au point où ceux-ci utilisent des moteurs autonomes qui sont dans les environnements. Ce qui est généralement dans les nouvelles vont en plus parler de recherche et non de vrai code malveillant vu dans la nature.
pour de vrai, notamment sur le fait du développement automatique, sur le fait d'injecter chez la personne attaquée un code malveillant qui va créer automatiquement un code malveillant et s'attaquer à l'infrastructure. Le réel, puis c'est des recherches encore en plus, sont non concluantes parce que ça ne donne pas des résultats très avancés. Donc, il y a comme une ambiguïté dans les deux univers. Puis j'ai l'impression que les gens de AI ont peu de connaissances sur l'historique du fonctionnement de la cybersécurité. Donc, ça les amène à faire des énoncés qui sont peut-être hors de ce monde. Mais bref, c'est dans cet univers-là que c'est. Puis si on parle d'usage malveillant, ce qui est beaucoup plus proche de ce qu'on est, c'est le Kawaii GPT, qui est une version différente de Worm GPT, qui sont des overlays par-dessus les moteurs publics pour réussir à contourner les limitations des guardrails qui sont en place. Donc, ça fait juste aider les malveillants, mais c'est pas des choses très nouvelles. Dans le cas de Worm GPT, il y aurait un modèle entraîné spécifiquement en arrière. C'est ce qui est mentionné, mais j'ai pas vérifié. Dans le cas de Kawaii GPT, dans ce cas-ci, c'est vraiment un overlay par-dessus des modèles publics dans lequel il vient casser les guardrails pour réussir à faire des actes malveillants. Donc, c'est à regarder un peu, mais c'est en évolution, c'est pas fiable. J'en ai vu dans le champ un peu des AI dans des codes malveillants, mais rien de concluant encore au sens où on voit dans les recherches. Et c'est plus de l'exploration du chose à tâtons que d'une adoption majeure ou massive par les malveillants pour ce genre de choses-là. De toute façon, la technologie est aussi mature que pour les gens qui l'utilisent pour le bien. C'est de la géométrie variable, c'est pas fiable, c'est pas nécessairement encore rendu grade production de ce qu'on est habitué normalement de voir dans nos applications. Amazon a développé en 2024, lors d'un hackathon, des agents AI qui permettent de faciliter ou accélérer la recherche de vulnérabilités ou de bugs dans son code. C'était initié d'une initiative comme ça. Et ce qui est très intéressant dans leur approche, c'est que c'est un ensemble d'agents autonomes qui sont spécialisés dans différents domaines qui vont collaborer ensemble pour arriver à un résultat supérieur. Cette notion-là avait été discutée avec Michael Nadeau lors du NordTech 2025, dans lequel justement on explorait un peu cette idée d'agents autonomes qui permettrait de faire chaque composant et de se réunir ensemble pour un résultat meilleur. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la concrétisation de ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant de voir. Et à mon avis, c'est probablement là où le AI va vraiment briller, de ces agents spécialisés-là qui vont être capables d'amener une vraie valeur en tout cas plus grande que un agent généraliste comme peut être ChatGPT par exemple ou Claude, qui lui est vraiment dans un grand ensemble. Et à ce titre-là, Anthropic a justement spécialisé Claude Code et Claude Standard, justement dans deux univers très distincts en termes de réaction. En façade, on le voit moins bien, mais en arrière-plan, c'est vraiment deux éléments distincts. Donc, cette spécialisation-là va se mettre en œuvre. On l'avait vu avec tous les éléments dans Google, dans le temps où ça s'appelait Bard. Il y avait des éléments spécialisés justement pour le côté médical, pour la cybersécurité, des choses comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'on va revenir à cette réflexion-là d'agents spécialisés et non d'agents généralistes qui vont faire ce genre de choses-là. Mais bref, on va voir, mais cet exemple-là est un bel exemple et qui a réussi d'ailleurs de faire quelque chose comme ça. Fait que ça serait peut-être bon de s'inspirer de cet élément-là dans nos réflexions AI dans les entreprises pour justement arriver à quelque chose de super positif. OpenAI se débarrasse de Mixpanels pour son volet d'analyse sur la consommation de son site web. Mixpanel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce d'agent d'analyse qui voit le comportement des gens, qui est rattaché à des data brokers, qui est un paquet d'informations qui est très invasif quand on commence à regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est à peu près dans tous les sites web qu'on peut voir ce genre d'API-là est appelé. Si vous avez moindrement un firewall ou tout autre élément de blocage DNS, vous allez voir ces adresses-là apparaître de Mixpanel à peu près partout. C'est vraiment super utilisé. Là, il y a eu une brèche de données. Donc, OpenAI a décidé de réviser son entente avec Mixpanel. Dans ce cas-ci, il s'en est débarrassé. Donc, c'est vraiment un contexte de supply chain dans lequel qu'on est dans ce cas-ci. Et Mixpanel est vraiment un élément très intrusif qui est utilisé partout. Fait que c'est à se questionner sur la présence de ces éléments-là
et ça l'a forcé OpenAI à revisiter tout l'ensemble de ses relations avec ses fournisseurs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que je pense qu'on est un peu négligent sur la relation, la portée qu'ils ont, mais quand un fournisseur a une faille comme ce qu'il avait avec Mixpanel, qui a une incidence sur OpenAI, il y a des décisions à prendre. Dernière nouvelle, un peu plus légère, et je pense que ça va être important d'avoir une nouvelle légère juste à ce stade-ci, parce qu'on s'en va vraiment dans des nouvelles très lourdes après. Jabberish, en tout cas, bref, c'est un outil web qui permet de convertir du texte standard en du texte qui va être illisible par le AI, va nous amener dans un contexte. Le site dit que certains nombres de sites réagissent ou ne réagissent pas, bref, face à ce genre de choses-là. Je l'ai testé pour le plaisir sur Claude. Claude 4.5 le refuse littéralement. Il dit que ça brise des guardrails, fait qu'il te refuse de traiter, mais il propose de le traiter avec la version 4. Quand on l'envoie en version 4, ce qu'il nous répond, dit c'est une tentative de contourner les éléments comme ça. S'il vous plaît, nettoyez votre code, c'est pas bon. Fait que clairement, les différents Claude Anthropic, dans ce cas-ci, l'a mis des barrières à l'entrée justement pour détecter ce type de choses-là. Et probablement que les autres fournisseurs ont dû déployer des éléments similaires depuis la mise en disposition de ce type de choses-là. Donc, c'est très intéressant de voir que c'est une espèce de whack-a-mole, c'est-à-dire toujours en train de trouver le dernier élément et le contourner. Ça en fait partie. Le fonctionnement même des guardrails, c'est des regex en entrée, c'est des éléments qui sont programmés. Fait que le moteur n'a pas la connaissance en tant que tel de cet élément-là. C'est vraiment un filtre d'entrée qui fait ça. Donc, ça va évoluer au gré du temps. J'avais déjà mentionné, ça a ses forces, ça a ses faiblesses, donc soyez prudents. Puis c'est pour ça qu'à terme, on peut toujours casser le guardrail en entrée parce que de toute façon, il y a toujours un espace qui n'a pas été vu par le fabricant. Fait que c'est une course sans fin à mon sens. On embarque dans une section de souveraineté. Elle est assez lourde, celle-ci, parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles assez intenses dans lesquelles je vais aborder qu'en surface dans ce podcast-ci que je vais embarquer ou aborder de façon beaucoup plus profonde, probablement en janvier, avec des personnes avec qui je vais pouvoir débattre un peu puis amener plus loin. Mais bref, pour l'instant, c'est en surface. Et JSPA, je ne suis pas un avocat. Donc, tout ce que je vais dire qui a rapport avec des éléments de loi ou des interprétations de la loi, je ne suis pas un avocat, fiez-vous pas à ça. Allez consulter un vrai avocat pour ce type de choses-là. L'Europe plie devant les États-Unis pour tout ce qui est les lois, le DMCA, DSCA, toutes les lois majeures RGPD qui ont une influence sur les compagnies de technologie américaines sont en train de plier. Je trouve ça un peu dommage que ça se fasse de cette façon-là, puis de façon générale que l'Europe se plie devant les États-Unis comme c'est l'heure actuellement dans un contexte dans lequel on est. Je trouve ça un peu dommage parce que l'Europe a une place très intéressante dans l'univers, autant législatif, technologique, des choses comme ça, et de faire ce genre d'acceptation-là d'un modèle américain qui leur est imposé. Je trouve pas ça bien. Par ailleurs, je trouve que ces lois-là mériteraient d'être revues parce que clairement, ils n'atteignent pas leur objectif. On le voit avec le RGPD, l'objectif est de moins en moins bien atteint avec cette loi-là. Et il faut revenir à la base qu'il faut protéger adéquatement les citoyens. Puis ça, je suis entièrement d'accord. Qu'on voit dans les différentes lois, ça nous amène à évoluer, à se poser de saines questions sur la place des technologies dans nos vies, au même titre que on a des lois qui régissent le bâtiment, la circulation routière et ainsi de suite. L'Internet aussi devrait être régi dans une perspective comme ça, effectivement, pour nous amener ailleurs. Mais l'angle européen ne semble pas cohérent par rapport à laisser la place à l'innovation, mais tout en protégeant les individus et de placer à un niveau adéquat les technologies émergentes qui ont besoin d'être un peu plus allégées à des technologies qui sont plus matures et à laquelle on doit être excessivement rigide en termes d'exigences pour effectivement protéger les citoyens, pour limiter les fraudes, limiter les problèmes, limiter le contexte dans ce qu'on est. Fait que, bref, on est un peu là. L'OTAN s'associe notamment avec Google pour avoir un cloud souverain. Ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est une infrastructure Google, mais roulée en autonomie, c'est-à-dire qui n'est pas reliée à l'extérieur. Donc, c'est la technologie Google mise ailleurs, mise dans un environnement clos. Il y en a plusieurs compagnies qui font ça.
Google n'est pas le seul dans ce contexte-là. Il y a des discussions avec AWS qui existent, Microsoft aussi. Et je sais qu'OVH fait exactement le même genre de choses, permet un cloud autonome, ce qui est essentiellement souverain dans la logique. Donc, de voir comment tout ça fonctionne. Et justement, ça fait glisser à la nouvelle suivante où la Cour supérieure de l'Ontario a demandé ou exige avec un mandat, s'il y a un mandat sur le fait que OVH doivent divulguer des données dans un dossier criminel au Canada, en Ontario, et au lieu de passer par les voies naturelles, c'est-à-dire par les traités qui sont faits entre les pays, la GRC semble voir exiger que OVH Canada fournisse ces informations. Puis c'est là où justement je dis je ne suis pas un avocat. Et c'est très complexe ce qui se passe là. Je suis très perplexe par le fait que la GRC ne passe pas par les chemins normaux, que c'est des ordres de cours qui existent à OVH de fournir l'information qui n'est pas au Canada. Par ailleurs, c'est l'information qui est relative à un dossier canadien. Donc, c'est de voir comment la place internationale, le droit international n'est pas tout à fait ou pas bien fait pour justement permettre ce genre d'éléments-là, quitte à ce que les données doivent être sur le territoire et que les fournisseurs ne puissent pas permettre l'hébergement à l'extérieur dans le cas qui nous occupe, que OVH interdit le fait que les données soient à l'extérieur du Canada pour un client canadien, par exemple. Puis justement, ça aurait potentiellement réglé la complexité du cas actuel, ce qui fait que les données sont un peu réparties à travers le monde. Nous amène à cette situation. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont faits. Le Cloud Act est un effort des Américains d'avoir voulu clarifier ces traitements-là et justement faciliter l'échange des données dans des cas criminels, parce que Cloud Act est vraiment criminel aussi. Donc, de faciliter les enquêtes de la police, des enquêtes légitimes par un mandat d'un juge, machin. Même si le Cloud Act a été démonisé par l'Europe principalement, celui-ci est quand même un véhicule dans lequel il va falloir commencer à regarder comment on peut interagir dans un univers dans lequel on est. Puis l'effet de souveraineté, oui, mais il faut se poser des questions plus transcendantes que juste la localisation des données et on interdit le déplacement des données au sens où il y a des crimes réels qui se font. Ce cas-ci en est un, mais d'autres cas, il y en a d'autres cas dans le monde aussi. Et justement, le Cloud Act est né d'un acte criminel aussi pour répondre à un élément comme ça. Donc, de juste vraiment se reposer des questions, comment la collaboration interpays peut se faire en l'extérieur des traités, parce que c'est vraiment ça la question en l'occurrence, puisque les traités sont valides quand même entre la France et le Canada. Donc, de comment tout ça s'actionne, comment tout ça peut se faire, comment on peut se donner un cadre légal mature qui est relatif à ce qu'on est. Et clairement, on n'a pas rien de ça. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas au moment où on enregistre, j'ai aucune idée où ça va mener. Les informations sont très, très, très parcellaires, donc j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi, c'est quoi les justifications qui ont amené de prendre le chemin qui était là. Est-ce que c'est valide ou pas? J'ai aucune idée. Mais par ailleurs, ça amène des questions très importantes, puis je pense qu'on a toujours esquivé d'y répondre réellement. Donc, je pense que ça serait probablement le temps de répondre à ces questions profondes-là. Et j'espère pouvoir avoir une conversation ou un débat avec une personne en Europe, justement, pour creuser la question, parce que mon regard nord-américain est biaisé et j'aimerais voir le point de vue européen par rapport à ce genre de choses-là. Comment on peut trouver une voie de passage qui est peut-être moins dramatique que la situation dans laquelle on vit avec celle-là. Bref, c'est un cas malheureux, puis malheureusement, OVH, ils prennent étau entre deux choses qui sont insolubles pour cette... Pour la circonstance qui est là, fait que c'est vraiment pas une bonne. C'est vraiment pas un bon moment pour ce genre de choses-là. Nouvelle suivante, les câbles sous-marins. Je l'ai mis dans le contexte de souveraineté parce que les câbles sous-marins sont l'infrastructure critique. À l'heure actuelle, c'est principalement mené par des compagnies privées. Effectivement, l'usage de compagnies privées permet un déploiement très rapide, ce qui nous a permis justement à l'Internet, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, les centres de données, tout ça, le câblage sous-marin. Par ailleurs, on est rendu à un stade de maturité où les pays devront commencer à légiférer ou à agir pour protéger adéquatement les câbles sous-marins parce que c'est rendu des pièces d'infrastructure critiques et on devra réagir autrement par rapport à ça. Et à l'heure actuelle, il y a une espèce de deadlock qui fait que c'est pas ça. C'est encore des compagnies privées dans lesquelles on déploie
ces câbles-là à faible coût, parce que c'est le propre des compagnies privées d'optimiser les prix, mais en même temps au sacrifice de sécurité nationale ou de pouvoir régalien ou de choses comme ça. Donc, je pense qu'il est temps de se réquestionner. Puis un peu comme la nouvelle précédente, ben, je pense qu'on a changé d'univers, puis il va falloir qu'on prenne acte, que nos gouvernements prennent acte de ces changements d'univers-là pour faire une continuité de ce qu'on peut présumer comme citoyen, de continuité de vie dans lequel on est et que là, ça se réplique dans le virtuel, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On est dans un univers qui est presque contrôlé par des entreprises privées à l'américaine, donc peut-être commencer à réviser un peu où nous en sommes avec ça. L'Europe va a mis une loi en place pour mettre la responsabilité sur les médias sociaux, les banques et les différentes infrastructures lors de fraude. L'article lui-même ne fait pas l'unanimité, il parle beaucoup de problèmes. Je n'ai pas lu la loi en tant que telle. Les compagnies américaines, c'est sûr ou les médias sociaux, et chinoises aussi également, pas juste américaines, sont outrés. Puis ça fait partie de leur position standard d'être outrés. Est-ce qu'ils ont raison d'être outrés? Je ne sais pas. Je sais qu'il va falloir qu'on retrace la ligne à un autre, en tout cas à mon avis, une place à une autre place. L'ultra-protection des transporteurs, comme c'est le cas aux États-Unis et comme l'Europe a copié un peu, je crois que ce serait peut-être le temps de revisiter ces éléments-là parce que ça a laissé la place à beaucoup de fraude, à beaucoup de négligence des plateformes, de laisser fleurir des marchés très, très toxiques. Donc, de voir comment on peut manœuvrer là-dedans puis nous amener ailleurs aussi et commencer à faire évoluer les mêmes attentes de protection qu'on a dans le monde réel, que celles-ci se répliquent dans le monde virtuel, et ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est une tentative, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, le législateur européen n'a pas contextualisé correctement, a juste pris une loi dans le monde physique et l'a transporté de façon un peu rough dans le monde virtuel et un peu avec l'objectif de nuire aux compagnies américaines. Il ne faut pas appeler un chat un chat. Dans certains cas, c'est vraiment dans cette direction-là. Puis je comprends aussi que les compagnies américaines sont hostiles à certains éléments. Bon, il y a des pratiques d'affaires qui sont discutables, mais dans lesquelles on peut faire. Mais d'arriver à un endroit mitoyen où on est capable de permettre l'évolution, protéger adéquatement les citoyens, mais sans poser un fardeau trop grand aux compagnies ou à l'innovation qui est initiant et sous-jacent à tout ça. La Suisse recommande la non-utilisation des hyperscalars américains. Pas de grande surprise de ce côté-là. L'usage limité, et ainsi de suite, ce qui est tout à fait logique. Et de toute façon, la Suisse a des capacités technologiques qui sont quand même intéressantes, donc de le faire comme ça. Et d'arrêter de se faire aveugler par ça, parce que le marché est beaucoup plus vaste que juste les hyperscalars américains. Donc, je pense que c'est le temps, autant en Europe qu'en Amérique, qu'en Asie, de regarder différemment le marché, d'avancer avec ce type de choses-là. Cory Doctorow a parlé à un événement en Toronto et a ramené essentiellement le point du... comment il disait ça? C'est le elbow ups par rapport au numérique. C'est pas la première fois qu'on entend cette approche-là dans le numérique, c'est-à-dire de pas respecter ou moins respecter les brevets ou le droit d'auteur américain, ou ramener ces règles-là qui sont des règles qui ont été imposées par les Américains essentiellement, puis comme en Europe aussi, la durée des brevets, la durée des droits d'auteur est calquée sur les États-Unis parce que les États-Unis ont mis beaucoup de pression pour que ça soit à l'intérieur de nos lois. Donc, c'est cette application-là. Et lui, ce qu'il mentionne, c'est justement on pourrait commencer à atténuer ou ramener les durées par rapport à ce que c'était avant et de retirer les lois qui copient notamment le DMCA aux États-Unis, qui empêchent le rétro-ingénierie des systèmes, qui empêchent la réparabilité des équipements par connaissance ou réutilisation ou déviation de l'utilisation d'un équipement pour d'autres choses. Donc, de ramener ça, c'est un propos très intéressant. Le site n'offre pas encore la vidéo de la conférence. J'ai hâte de l'entendre parce que le lire, c'est une chose, mais le rendu verbal est beaucoup plus intéressant pour ce genre de choses-là. Puis j'ai très hâte que la vidéo soit rendue disponible pour explorer ce genre de choses-là. Fin d'un bloc plus lourd, puis qui me rend un peu malheureux à certains égards parce qu'on a des chicanes qui aurait pu être évité si on s'était posé les vraies questions il y a déjà longtemps puis qu'on a comme ignoré le fait du numérique,
la transcendance internationale que ça peut avoir et comment on agit là-dedans. On est encore dans des réflexions régaliennes, souveraineté locale. On est chez nous qui font abstraction au fait qu'on est dans un monde interconnecté. Et pour citer la chose de IBM, on est sur une petite planète. Donc cet élément-là, je pense qu'on devrait ramener des conversations saines, autant pour favoriser le légal, mais en même temps le respect des frontières et des obligations et l'autorité de chacun des pays. Fait que cet élément-là, en tout cas, bref, mériterait d'être approfondi largement des textes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, semaines, parce que le cas canadien va nous amener plus loin. Bref, section rouge, il y a un attaquant qui commence à utiliser du Python pour faire de l'injection dans du code. Je trouve ça intéressant l'usage de Python et la chaîne d'attaque, justement, d'utiliser Python pour aller s'injecter dans des processus légitimes, faire du loadbin ou du loadbass, qui permet justement de réutiliser des systèmes en place pour attaquer, aller plus loin et pouvoir faire mener à bien les attaques. Donc, je trouve ça intéressant de voir le Python apparaître. Soyez vigilants, si vous voyez du Python rouler dans vos environnements, c'est probablement un signe que c'est pas légitime, à moins que vous ayez vraiment des éléments légitimes. FluentByte, qui est une espèce de transporteur de journaux qu'on retrouve énormément dans l'info numérique, mais pas exclusivement, a 5 problèmes de sécurité majeurs qui permettent une prise de contrôle des environnements. Ça prend quand même un contact direct, donc il faut qu'on est sur le même réseau pour exploiter, mais quand même, une fois qu'on est sur le même réseau, l'exploitation est quand même assez violente. Donc, de corriger si vous avez ces éléments-là dans vos infrastructures, justement pour vous prémunir contre des problèmes qui pourraient être plus graves. J'ai un 4 nouvelles vraiment click fix. C'est vraiment rendu une plaie. C'est la nouvelle façon d'attaquer, puis clairement, elle est efficace, fait qu'il l'utilise. Les méchants réussissent à tromper les utilisateurs macOS d'exécuter des commandes en ligne de commande, justement pour faire atterrir une chose. Donc, on revient toujours au fait, autant Windows que Mac, n'exécutez pas des commandes qui vous sont dites par quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que la potentialité, elle est très grande que vous tombiez. Et à la limite, on devrait littéralement bloquer de facto et que ce soit un geste compliqué pour l'utilisateur pour déverrouiller l'usage du run exécuté dans Windows ou l'accès au terminal sur Mac. Il n'y a pas de raison que mes parents aient accès à ce genre de choses-là, que l'utilisateur normal ait accès à ce genre de choses-là. Donc, ça devrait être que pour les utilisateurs avancés. Et de fait, justement, de rendre ça plus complexe, l'accès à ce genre de choses-là. Même dans la même lignée, ClickFix avec Google Meet, c'est-à-dire que les pages étaient trompées. Je l'avais vu aussi beaucoup avec M365, avec des fausses pages de login, avec des faux éléments comme ça. Fait que c'est pas une stratégie nouvelle, mais d'être vigilant, c'est sûr que le nom de domaine est légitime, que ce soit le vrai nom de domaine de Google. Dans ce cas-ci, il est facile à détecter. Dans les cas que j'avais vus, il était un peu plus difficile à détecter dans le cas de Microsoft, mais on est encore dans la même chose, de faire croire qu'on est dans un vrai monde. On peut tromper les gens, fait qu'on est encore dans cet univers-là de tromperie, de mascarade et de fraude. Et les malveillants vont continuer à innover de ce côté-là. Et dans la même lignée de ce genre de choses-là, c'est pas un click-fix dans ce cas-ci, c'est Blender a des fichiers qui peuvent contenir, Blender étant un logiciel de rendu 3D qui permet de partager. Ces fichiers-là peuvent avoir du Python dedans. C'est pas comme le SVG, c'est pas la première fois qu'on a des formats de fichiers qui permettent de l'exécution de code à l'intérieur. C'est une bonne et mauvaise idée à la fois. Parce que probablement qu'il n'y a pas de sandbox suffisant dans ces applications-là qui permettent l'ouverture de ce genre de choses-là. Et surtout dans un cas de SVG qui peut s'ouvrir, ça pourrait être n'importe où, n'importe comment, c'est autant plus complexe. Le cas de Blender, c'est un peu plus restreint, mais clairement, je pense qu'il n'avait pas anticipé qu'il faudrait mettre un sandbox pour éviter l'exécution de Python qui pourrait être toxique. Mais dès qu'on donne l'exécution à quelqu'un d'autre, on se met en danger. HashiCorp a une vulnérabilité qui permet de rentrer de façon non authentifiée à sa voûte. C'est réglé. Par ailleurs, ça démontre à quel point, puis il faut être très prudent dans les différentes fonctions. Des fois, l'évolution technologique fait des études et n'est pas bien pris en charge dans le cas-ci. Donc, c'est une belle démonstration de tout ça. Un équipement matériel peut permettre rapidement de passer à travers le chiffrement de la mémoire offert par AMD et Intel. C'est un équipement qu'on branche sur le motherboard qui fait qu'on envoie des commandes au CPU qui permet justement d'obtenir l'information de la mémoire sans chiffrement.
Par ailleurs, il faut avoir un accès physique et ça limite beaucoup la capacité. Donc, c'est impressionnant, mais dans le réel, pas tant. Il faudrait avoir accès, si on parle dans le contexte d'info nuagique, il faudrait avoir accès au data center. Donc, ça limite un peu. Mais si on a un attaquant qui est le fournisseur, qui veut faire ce genre de choses-là, ben, il y a cet outil-là qui lui est disponible. Donc, faites votre analyse de risque, mais pour la plupart des gens, c'est complètement à côté. Mais c'est juste drôle de voir ce type de choses-là. Le phishing n'est pas sur le point d'arrêter parce que l'évolution des différentes tactiques qui sont utilisées par les attaquants finissent toujours par contourner les différentes mesures de sécurité qu'on met en place. Par ailleurs, le MFA demeure le système le plus efficace. Donc, je pense qu'on n'est pas sur le point de finir, mais au moins, si on peut mettre du MFA, on va limiter les dommages. Un outil de traitement de JSON laisse fuiter de l'information. Donc, c'est un rappel que puis de JSON, parce qu'il y a souvent des codes, des clés API, des codes, des mots de passe qui sont utilisés dans ce que les gens font. Donc, ces sites-là ne protègent pas l'information. Donc, tout ce qu'on copie sur Internet peut être contrôlé. Puis c'est un cas comme ça. Pour les mots de passe, c'est drôle parce que c'est un cas qui nous rappelle que c'est dangereux, mais tout site que vous utilisez pour copier ou, dans ce cas-ci, de faire un JSON tout propre, ben, il est possible que soit il est négligent, soit il conserve l'information. Donc, dans des cas-ci, ne rien copier ce qui ne devrait pas être copié sur ce type d'outil-là. Puis, il y a eu des grandes banques et des éléments comme ça qui sont faits prendre dans ça. Donc, bref, n'utilisez pas ça. Utilisez des outils locaux pour arriver à traiter vos JSON ou à les rendre plus comestibles pour l'œil humain. Il y a plusieurs sites qui avaient des calendriers mis à la disposition des gens, des calendriers d'événements, des calendriers publics qui permettent de diffuser des informations utiles qu'on peut s'abonner sur nos navigateurs ou sur nos gestionnaires de calendrier. 390 de ceux-ci auraient été périmés, donc les noms de domaine associés seraient morts. Donc, incidemment, ils ont été repris par des attaquants. Et quand on a ce genre de choses-là, ben à ce moment-là, on est capable de pousser des informations dans le calendrier des personnes qui se sont abonnées. On est dans un contexte où la désuétude est très difficile à gérer, autant pour ceux qui offrent le site qu'autant que ceux qui s'abonnent. Donc, il doit y avoir une capacité ou une facilité pour, du moins dans le contexte de l'abonnement, de voir les calendriers qui sont expirés ou au minima s'assurer que le fournisseur de ça ait la bienveillance de fermer les choses et s'assurer que la désactivation se fasse en cours de chemin. Donc, bref, cette solution, c'est très complexe. On est dans un environnement qui augmente en complexité. On essaie de faciliter la relation utilisateur, mais il reste toujours que les malveillants vont toujours utiliser tout ce qui est à leur disposition pour essayer de frauder, essayer de nous tromper. Donc, le fardeau est de plus en plus sur l'utilisateur et le fournisseur. Donc, je crois que le législateur devrait intervenir pour faire porter le fardeau pour que les gens qui mettent des choses à disposition soient un peu plus responsables de la fin de vie, de ce qui va suivre, autant pour les grandes corporations que les individus, qui aient un peu comme le RGPD, des contextes et des pénalités qui sont conséquentes par rapport à ce genre de choses-là. GitLab, il y a 17 000... plusieurs repositories qu'il y a 17 000 secrets, un n'est pas égal à l'autre. Dans ce cas-ci, il peut y en avoir plusieurs. Mais bref, on est encore dans un contexte comme GitHub aussi également. Il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas nécessairement des bonnes pratiques cybersécurité, qui vont un peu trop rapidement, en l'occurrence, et qui mettent du code qui ne devrait pas être présent dans des dépôts publics pour ce type de choses-là. Donc, vigilance, assurez-vous. GitLab agit comme GitHub agit, comme AWS agit, c'est tout comme des bons citoyens corporatifs, mais il demeure que d'un point de vue personnel, il faut aller plus loin. Et ça nous ramène à la première nouvelle sur le fait que le vibe coding fait que les gens ne savent pas. Ça a été un peu ça qui est arrivé. Les gens ne savaient pas. Le concepteur ne savait pas laisser des buckets ouverts. Bref, on est dans un contexte comme ça où on met dans les mains des outils puissants, des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font avec ces outils-là. Donc, on est un peu dans ce contexte-là. Donc, bref, soyez prudents, vérifiez. Section Blue, quelque chose d'un peu plus positif. On va essayer un peu plus sur ça, puis on va finir avec quelque chose d'un peu plus brutal, un petit sandwich. Leonardo vient de Leonardo, une compagnie italienne en défense, vient de rendre disponible un modèle de protection pour les villes, ce qu'on appelle le Michelangelo Dome, qui permet justement de protéger des sites ou des villes sur des attaques.
basé sur du AI naturellement, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, de voir commencer ces éléments-là apparaître dans l'univers où la défense a une présence de plus en plus grande, avec la situation géopolitique qui est de plus en plus instable, les pays et les villes ont beaucoup plus intérêt à se protéger contre des menaces plus militarisées que ce qu'on avait avant. On a vu beaucoup de drones dans les aéroports du nord de l'Europe, notamment. Donc, bref, c'est un cas qui arrive, donc on devra déployer des mesures conséquentes par rapport à ce genre de choses-là. J'en avais parlé la semaine dernière avec Hacklore, qui est un site qui a été mis à la disposition de tout le monde, fait par plusieurs ciseaux et ex-ciseaux qui défait certains mythes qu'on persiste, notamment Wi-Fi, notamment un paquet d'autres éléments comme ça. Je trouve ça très intéressant. Je vais essayer peut-être de faire un site francophone, peut-être le héberger sur le site du podcast, et peut-être faire un épisode de podcast spécifique pour le grand public, justement, qui va aborder ces éléments. C'est pas très complexe, il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très simple, et c'est justement l'objectif. Puis j'ai un ami, justement, qui a contribué à cette liste-là. C'est très intéressant, puisque je pense qu'il est temps d'arrêter de faire peur aux gens, et c'est le temps de faire mettre des mesures qui sont conséquentes et qu'on doit avancer, puis de faire l'hygiène de base, essentiellement, pour revenir à ça. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème d'hygiène de base, on va arrêter de faire peur aux gens avec des choses qui ne font pas sens. L'ANSSI a sorti un rapport, puis là, c'est juste en opposition, justement, par rapport à cet élément-là, sur les menaces, le paysage des menaces sur des appareils mobiles en 2025. Since 2015. Bon, bref, pas 2020, depuis 2015. Le rapport lui-même est super intéressant. Il explique très bien les menaces, il explique très bien les choses. Il met de très bonnes recommandations également pour se protéger. Par ailleurs, la critique que je pourrais mettre sur ce document-là, c'est qu'il ne relative pas les recommandations par rapport à des scénarios de menaces réelles. Moi, personnellement, il y a des choses là-dedans que je n'ai pas besoin de mettre en place parce que je ne suis pas une cible. Il y a des gens qui le sont. Et justement, dans Hacklore, ils le font que si on est une cible particulière parce qu'on est un journaliste d'enquête, parce qu'on est dans une situation géopolitique qui nous rend plus ciblés, effectivement, les recommandations de base ne sont pas suffisantes. Il y a des recommandations complémentaires qu'il faut faire. Le rapport de l'ANSSI ne se limite que sur des choses qui sont excessives dans le sens pour les gens qui sont ciblés par des attaques par des agents qui sont très, très connaissants. Donc, bref, oui, mais mettez un grain de sel sur les recommandations faites. Prenez les recommandations qui s'appliquent à vous. Ça ne s'applique pas toujours à vous, mais toutes les recommandations, dans l'absolu, sont super utiles. Juste qu'il faut les mettre quand ça nous concerne, versus ceux qui ne nous concernent absolument pas. Les Air Force aux États-Unis se pratiquent dans un contexte déconnecté, c'est-à-dire qu'ils opèrent sans technologie qui leur permet d'opérer. C'est un excellent rappel qu'on ne peut pas fonctionner avec sur la présomption qui continue de fonctionner. On mentionne des câbles sous-marins qui sont en train de se faire arracher par des acteurs étatiques qui sont ça, puis qui sont hostiles et qu'il n'y a pas d'action réelle des différents pays d'Occident pour avoir une protection adéquate ou en tout cas une chose pour bloquer ou dissuader les gens de le faire. Fait que, bref, il y a une réflexion. Fait que, de l'autre côté, c'est important de fonctionner en mode déconné. Je trouve ça très intéressant que ça soit fait. Qu'ils le fassent. J'imagine que d'autres corps d'armée le font à travers le monde. Donc, de le voir, mais je trouve ça intéressant qu'ils en parlent. Et un peu la nouvelle suivante, c'est Airbus. Puis ça, je dis disclaimer, j'ai déjà travaillé pour Airbus, donc mon regard peut être biaisé, mais j'ai accès à aucune information qui est en rapport avec la nouvelle que je vais parler, qui est essentiellement la panne électrique qu'il y a eu en Espagne. Les usines de production de Airbus à ce moment-là ont été dans un état critique où la panne a duré tellement longtemps qu'il y avait un peu de difficulté à maintenir la chaîne de production. Ce qui est intéressant, c'est que Airbus puis l'a communiqué publiquement. Puis ça, je lève mon chapeau parce que je trouve ça très important que ces grandes organisations-là communiquent pour donner un exemple et aider les autres à progresser. A revisité son plan de contingence, son plan de résilience de ces usines en Europe, justement dans un contexte où il pourrait y avoir d'autres pannes de cette nature-là qui durent. Donc, de réévaluer les critères et tout ce qui doit être autour de ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Très bon article. Allez lire parce que ça va probablement vous inspirer sur ce qu'on doit regarder pour ce qui est devant nous. Dernière nouvelle bleue.
Microsoft va changer des éléments dans sa page de login universelle essentiellement, qui est une espèce de place où tout le monde se log maintenant. Quand moi de rendre à M365 ou tout service qui est relié, va rendre ça, va l'adurcir pour le rendre plus résistant aux injections de script. Mon seul bémol là-dessus, je trouve ça étrange qu'attendre fin 2025 pour déployer ce genre de choses-là, étant donné la criticité de cette pièce d'infrastructure-là en termes d'attaque et de rentrer dans les systèmes. Je crois que ça l'aurait peut-être dû, mais j'ai pas l'analyse de menace qui va avec ça, fait que peut-être que c'était pas si pressant que ça. D'un œil non informé, ça a l'air un peu tardif comme modification, mais bref, ceux qui s'y connaissent plus pourront corriger ma perception par rapport à ça. Dernière section, privacy. On a plusieurs éléments lourds aussi dans celle-là. Les équipements qui sont capables de lire ce qui se passe dans notre tête vont commencer à nous devoir poser des questions sur la vie privée. Pour le moment, c'est principalement des choses avec des électrodes qu'on connecte, donc il faut un contact physique et spécifique. Ça a du bon parce que ça a l'air des gens qui ont des problèmes moteurs notamment, de pouvoir communiquer avec l'extérieur du monde. Donc, c'est des outils très pratiques qui augmentent la qualité de vie de bien des gens. Par ailleurs, cette capacité-là aussi peut devenir toxique. Utilisé comme n'importe quel outil qu'on a dans nos mains peut changer un peu la relation de puissance, donc de voir comment on va devoir aborder ces éléments-là. Puis encore là, je vais le mentionner avec les éléments de souveraineté, de collaboration aux enquêtes. Nos cadres légaux sont pas matures, même s'il y a des lois qui sont en place. Clairement, le test du temps l'a montré, surtout avec celle en Europe, c'est pas mature, c'est pas prêt. On n'a pas une bonne maîtrise, puis les législateurs ont probablement quelques difficultés à faire asseoir des éléments qui protègent de façon effective les citoyens pour ces mesures-là. Mais bref, c'est important qu'on l'aborde parce que ça s'en vient. C'est inévitable, comme la robotisation, comme le AI. Tous ces éléments s'en viennent, donc ne pas se mettre la tête dans le sable et d'avancer de ce côté-là. Nouvelle suivante sur les automobiles. Il y a déjà quelques mois des nouvelles qui disaient que les autos enregistraient à peu près tout et n'importe quoi sur nous. Ce qui est un fait qu'on ne peut pas on ne peut pas dire le contraire. Il y a des façons, l'article l'approche, il y a des façons de réduire la collecte d'informations des compagnies automobiles sur nous. Par ailleurs, quand on limite, ça limite les fonctionnalités de l'auto aussi. Et il y a beaucoup d'informations à considérer de ce côté-là. C'est un peu achalant d'être pris dans cette prison-là. Et ça rappelle aussi que quand on vend notre voiture à quelqu'un d'autre, de bien effacer le contenu. Par ailleurs, je suis super content d'avoir un vieux modèle d'auto qui n'a pas ce genre de choses-là à l'intérieur de ceci. Donc, est-ce que ça va faire donner un vintage, je vais avoir juste des vieilles voitures qui ne collectent pas? Ça serait peut-être une question à se poser, mais bref, c'est très préoccupant. Puis je trouve important de la mentionner dans ces éléments-là. ProtonMeet, une version de vidéoconférence mis de l'avant par Proton. Je ne l'ai pas utilisé parce que la seule occasion où j'aurais pu l'utiliser, la personne avec qui je peux l'utiliser a dû reporter. Fait que je ne sais pas, je ne peux plus encore tester comment ça fonctionnait, la qualité, tout ce qui va avec. Mais c'est une bonne idée de voir apparaître ce genre de solution-là, plus respectueuse de la vie privée, qui nous permet justement de communiquer efficacement. Ça leur a pris quand même sur l'espace du confinement 5 ans avant de sortir. Mais somme toute, il n'est jamais trop tard pour avoir ce genre d'outil-là entre les mains. Donc, je trouve ça très intéressant. Quand je l'aurais essayé, je pourrais justement me prononcer davantage sur le fonctionnement technique, mais pour le moment, je trouve ça très intéressant comme idée. Chat Control, 3 ans de débat pour accoucher d'un truc qui sert à rien, c'est une opinion de Corbyn. Je trouve ça très intéressant parce que c'est une loi très invasive au niveau du contrôle de ce qui se passe. C'est des opinions très divergentes en Europe, la France étant très favorable, l'Allemagne pas. Tout ce qui se passe par rapport à ça. La loi qui est sortie maintenant, finalement, elle n'a pas dedans, puis elle est trop floue, fait qu'elle sert strictement à rien. Fait que c'était 3 ans de discussion qui ont mené nulle part. Perso, je trouve que c'est trop invasif. J'ai un peu de difficulté à comprendre cette volonté-là. Je le mentionne régulièrement. Pourquoi on a besoin d'aller fouiller si profondément dans la vie des gens pour contrôler ce qu'ils font? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les prétextes qui sont utilisés pour le faire sont justifiés réellement?
C'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais si on sauve une personne et on pénalise 600 millions de personnes, je ne suis pas convaincu que le ratio il est bon. Donc, c'est peut-être des questions à avoir, à quel point, comment on se place. Puis, je pense que c'est la semaine dernière, j'avais mentionné justement des capacités des corps policiers, malgré qu'ils n'ont pas accès à cette information-là, d'être capables de faire des interventions très intéressantes dans des groupes et justement de s'infiltrer, dans lesquels ils sont très bons. Fait que en tout cas, bref, c'est comme un raccourci. Beaucoup de misère, c'est des ouvertures trop grandes. J'ai pas vu d'argumentaires qui m'ont convaincu que c'est un chemin qui est utile. Faites-moi un argumentaire si vous croyez que ça a de la valeur ajoutée justement de rentrer si profondément dans nos vies, de lire toutes nos communications et à quel point ils veulent faire ce genre de choses-là. D'un point de vue canadien, c'est pas tant, mais j'ai pas dit que le Canada n'aura pas ces ambitions-là aussi, ou les corps de police au Canada n'auront pas ces ambitions-là. Donc, bon, il y a beaucoup de questions à se poser, des questions de société, des questions profondes, puis je pense qu'on ne pose plus de questions profondes, puis c'est un peu sur le thème de différentes nouvelles que j'ai touchées. On ne se pose pas les questions profondes, on est toujours juste en surface, essayer de régler un problème sans régler le fondamental, ou se poser la question pourquoi ce problème-là est présent et le régler de façon cohérente et de façon pérenne à ce moment-là, et non juste de mettre un fixe sur une situation qui se passe et une mauvaise compréhension de comment la technologie a changé de façon profonde, comment la société fonctionne. Et je pense que tout le monde essaie de prendre comment c'était avant et essayer de répliquer ça dans le numérique, dans le cyberespace. Et je crois que c'est pas adéquat. Je pense que c'est des nouvelles réflexions. Les frontières sont pas les mêmes, le fonctionnement n'est pas les mêmes. Et ça me rappelle le keynote d'un Black Hat il y a très longtemps, où justement il y avait un général de l'armée, ou en tout cas je pense qu'il était fraîchement promu au niveau du cyberespace, quelque chose comme ça. Puis il disait le problème qu'il a, point de vue militaire, c'est que l'environnement numérique ne permet pas des barrières naturelles comme on a dans le monde physique. Donc, cette façon-là qu'on a d'aplanir dans le numérique, qu'on veut réduire la friction, qu'on veut réduire les choses, puis d'ailleurs, sur un réseau qui a été construit pas pour ça, donc on est en train de dévier un fonctionnement d'un réseau qui est inadapté pour ce qu'on est en train de faire et nous amène ailleurs. Fait que, bref, il y a beaucoup de questions à se poser, puis je pense qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales à se poser que juste d'essayer de mettre des patchs par-dessus le système qu'on a pour régler les problèmes fondamentaux. Puis je vais retoucher d'autres, justement, la dernière nouvelle, justement, j'ai des points là-dessus. GrapheneOS, j'ai lu un peu plus que ce que suivi, je l'ai fait mention dans le précédent épisode d'actualité. Sortent vraiment de la France. Il semblerait une campagne de salissage, de ce que j'en comprends. Sortent des infrastructures d'OVH. Malheureusement, OVH est vraiment tout much dans les nouvelles ces temps-ci, puis c'est pas bien malgré eux, puis bref, c'est bien malgré eux, c'est vraiment pas un bon moment pour eux autres dans ce sens-là. Parce que GrapheneOS, c'était sur les infrastructures d'OVH à Beauharnois, perte de confiance avec le gouvernement français, sortent d'OVH parce qu'on peur, ou même sens inverse, comme le Canada veut aller chercher dans les choses d'OVH, on peur que le gouvernement français remonte jusqu'à eux autres, même s'ils sont au Canada. Donc, l'inquiétude, elle est fondée, parce qu'on est dans un environnement d'instabilité au niveau de l'interprétation des règles et comment on fonctionne dans le numérique. Mais j'ai bien de la misère à comprendre tout ce qui se passe avec ça. Je trouve ça très dommage, parce que c'est un système qui est très le fun. Je comprends mal l'émotion qui est à travers ça. La réaction de GrapheneOS semble légitime par rapport à la menace qu'ils perçoivent en France. Est-ce que la menace est légitime? Je ne sais pas. La réponse d'OVH semblerait que la menace n'est pas légitime. Mais est-ce que les menaces du gouvernement français, j'ai aucune idée, puis je ne sais pas pourquoi le gouvernement français s'intéresse tant que ça à GrapheneOS dans le contexte. Bref, j'ai hâte de voir comment les choses vont aller, mais d'un côté, tout ce que je vois, c'est les tweets de GrapheneOS, puis sont très émotifs, puis ils quittent, mais j'ai pas de contenu neutre que je pourrais lire sur le sujet, donc j'ai des choses que la campagne dite de salissage et j'ai la réaction émotive de GrapheneOS. Je suis pas capable de faire sens de ce qui se passe et de départir le vrai du faux dans l'occurrence et qu'est-ce qui est reproché vraiment à GrapheneOS. Et pourquoi GrapheneOS a vraiment peur du gouvernement français.
ça. Mais bref, c'est très dommageable. Puis dans un contexte de fluctuation, on parlait justement avec le fait que le Canada essaie de forcer OVH à fournir des informations, le mettant entre l'écorce et l'arme et de ne pas respecter une loi française versus de ne pas respecter une ordonnance de la Cour, donc de faire un outrage au tribunal. Donc, c'est vraiment très complexe, puis c'est vraiment pas agréable, cette situation-là. C'est vraiment lourd, ces sujets-là, puis je trouve ça un peu dommage bref, on n'ait pas eu le temps de réfléchir avant ça. Dernière nouvelle, le Parlement européen veut forcer la vérification de l'âge pour les médias sociaux. Encore là, on est dans un contexte où c'est une demande super légitime, parce que je suis d'accord avec l'idée que les jeunes ne doivent pas être exposés à un réseau social trop jeune parce que ça déforme comment le cerveau se développe. Comme la pornographie aussi également, on a la même loi au Canada sur la pornographie. On a des éléments comme ça où on doit mettre des barrières légitimes pour prémunir des jeunes d'être exposés à des choses qui sont toxiques, qui dévient leur compréhension de l'univers. Donc ça, je suis d'accord. On parle aussi de chat control, qui est essentiellement pour la pédocriminalité. On a d'autres éléments comme ça qui sont légitimes au sens, l'objectif, c'est de protéger un certain pan de la société, ce qui est une très bonne chose. C'est ce que je m'attends du gouvernement. Par ailleurs, et comme beaucoup d'autres choses, ce qui est demandé là est très difficilement réalisable dans le contexte technologique dans lequel on est, puisque les infrastructures n'ont jamais été construites pour ça. C'est pas la première fois que je reviens là-dessus. Les infrastructures n'ont pas construit pour ça. Et là, il va falloir se poser des questions sérieuses. Est-ce qu'on doit imposer une restructuration des infrastructures pour réussir à atteindre ces objectifs de protection de populations plus vulnérables? Et bon, donc dès lors, d'arriver dans des structures qui vont mettre ça en œuvre, tout dans le respect de la vie privée des gens, des consommateurs et tout ça. Fait que donc, tout mettre ça en œuvre. C'est une refonte très importante du fonctionnement d'Internet. Pour moi, on retourne dans des jardins fermés à la CompuServe ou AOL, qui étaient dans l'ancien temps, même les BBS à la limite, qui sont des jardins fermés. Est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Je suis très perplexe. Peut-être qu'on est dans un contexte de contraction. L'Internet a été une chose d'ouverture très, très grand, peut-être trop grand. Et maintenant, on doit se reposer des questions pour refermer parce que c'est peut-être pas ça l'utilité. Peut-être que l'Internet doit évoluer vers d'autres éléments. Bref, la question est ouverte. Si vous avez des idées, partagez-les parce que là, je suis un peu confus par rapport à ce qu'on peut faire avec ça. Je comprends les objectifs. Je suis aligné avec les objectifs de protection. Mais la mécanique de mise en place me déplaît parce qu'elle est une invasion très importante à la vie privée. Et j'aime pas l'idée de savoir qu'un employé de l'État puisse constamment surveiller tout ce que je fais, de perdre ma liberté finalement, essentiellement. C'est un peu ça l'approche dans la société dans laquelle on vit d'un certain degré de liberté. J'aime ce degré de liberté-là. Donc, de le voir s'effacer, ça. Mais bref, place à débat, je vais probablement, c'est sûr qu'en janvier, je vais réouvrir ce débat-là avec des gens avec qui je vais pouvoir échanger. Juste de parler tout seul devant mon micro, devant mon ordinateur, c'est limité. Bref, finir de ranter là-dessus, d'exprimer mon malaise et ça. J'ai repris le contrôle un peu de mon horaire, donc les épisodes vont recommencer à sortir normalement, les diffusions sur les médias sociaux, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de beaux épisodes qui s'en viennent aussi avec des gens qui ne chialeront pas comme je fais là et qui amèneront des situations très intéressantes, des connaissances très intéressantes. J'ai notamment Sequoia avec qui j'ai parlé il n'y a pas si longtemps, qui a des éléments de collaboration, d'ouverture qui sont très intéressantes, qui vont être partagés. Très hâte que ces épisodes-là soient diffusés. Bref, merci beaucoup et à la prochaine.